Alégina, donc c'est une entreprise que nous avons créée, que j'ai créée avec deux autres associés en 2018 en Vendée. Et donc 6 ans d'existence pratiquement pour cette entreprise. Alors vous voyez là, alors c'est vrai que moi je vois pas les images. Ils sont là. Voilà, donc vous voyez les fondateurs qui étaient trois start-upers soixantenaires, hein, il y a 6 ans. Nous avions tous des carrières derrière nous, des carrières d'industriels, de céramique. Moi, j'avais une carrière d'élu local, et puis on est tombé sous le charme, tout d'abord, de la blancheur nacrée des coquilles d'huîtres. Et il y a 8 ans de ça, c'était 2 ans avant la création de l'entreprise, j'avais fait comme un rêve, c'était celui d'imaginer une porcelaine qui serait à base de coquilles d'huîtres. Quand on arrive à le faire, on dit oui, finalement c'est évident, hein, vous avez réussi à reproduire la blancheur nacrée. Je peux vous promettre on peut peut-être passer l'autre image avec... Voilà, donc ici vous avez non pas, enfin le fruit de ces recherches, hein, je vais juste passer un petit peu vite sur cette question. On avait avec mes associés aucune expérience, aucune connaissance en céramique et en porcelaine. Et finalement, c'est ce qui a été très utile, finalement, qu'on n'ait pas cette connaissance. Parce que quand on est allé voir les spécialistes en disant on a cette idée, on est vendéen, on voudrait faire de la porcelaine de coquille d'huître, alors vous imaginez, on est allé dans la région de Limoges, hein, puisqu'à Limoges, la porcelaine, évidemment, ils en font une très belle et ils en sont très fiers. Et là, on nous a vraiment pris pour des idiots, quoi. On dit, alors les vendéens, mais d'abord, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ils veulent faire ça? Et puis en plus, ça ne marchera pas. Et la preuve que ça ne marchera pas, puisqu'on ne l'a jamais fait. Donc là, on voit tout de suite que la réflexion, du coup, est un petit peu limitée par les connaissances, hein, dont on est sûr, puisque l'huile porcelaine, c'est de toute façon du kaolin, du feldspath, de la silice et du quartz. Du carbonate de calcium dedans, ça ne va pas le faire. Bon, on a été un peu persévérant, et la région des Pays de la Loire, qui a voulu nous accompagner dès le départ sur ce projet-là, qui, elle, a cru dans ce projet, nous a dit, mais attendez, il y a des gens spécialisés, il y a des laboratoires, ils vont vous aider à trouver la solution. Et puis, pas du tout. Voilà, pas du tout, parce que les gens spécialisés ont essayé d'ajouter de la coquille d'huître dans des process existants. C'est-à-dire, vous prenez une pâte à porcelaine, puis vous rajoutez de la coquille d'huître dedans. Alors, si vous en mettez 1%, ça ne se voit pas trop. Dès que vous passez 2, 3, 4%, ça fout le bazar dans la matière. Et ça ne fonctionne pas. Donc, le résultat de l'étude, c'était de dire ça ne peut pas marcher. Donc, nous, on a dit, du coup, au départ, on s'est dit, mince, alors ça c'est embêtant. Et puis après, on s'est dit, mais on va recruter, on va monter un laboratoire. On a recruté un chercheur, alors non pas un céramique, il ne connaissait rien en céramique, mais on a recruté un chercheur en biologie marine. Et avec lui, on a mis 2 ans et demi, à trouver une nouvelle formulation de porcelaine. Alors, on nous a dit dans le monde de la porcelaine, parce qu'ils sont revenus vers nous après, hein, quand ils ont vu que ça marchait, et ils nous ont même demandé d'adhérer au pôle européen de la céramique, on en est membre aujourd'hui, et ils nous ont dit c'est une révolution dans le monde de la porcelaine, hein, puisque vous avez réussi à formuler une porcelaine qui est plus blanche, qui est plus transparente, qui est plus dure que les porcelaines des plus hauts de gamme qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché. Et donc aujourd'hui, on est protégé bien sûr par un brevet. Ouais, notre entreprise détient un brevet. Et on est les seuls au monde à savoir faire une porcelaine de coquille d'huître. Et ce qui nous intéressait, c'était d'être capable de faire cette porcelaine à partir de n'importe quelle coquille d'huître qu'on vient de collecter chez l'ostréiculteur ou qui vient d'être mise à la poubelle par le particulier qui consomme, que ce soit chez lui ou au restaurant. C'était important d'être capable de partir de cette matière-là pour arriver à ce produit très haut de gamme, hein, puisqu'aujourd'hui, on est classé dans les porcelaines de luxe. Hein, alors, on n'est pas là pour les présenter sur ce salon, on est quand même un petit peu au cas où certains voudraient les voir, mais aujourd'hui, on sert les plus belles tables de France avec notre porcelaine. On s'est rendu compte que, d'abord, on a appris à connaître la coquille d'huître. On ne connaissait pas bien, on est vendéen, on adore les huîtres, mais on ne connaissait pas vraiment la capacité de la coquille. Et à faire ces recherches, on a appris beaucoup. On a commencé à broyer, à casser, à séparer les matières. On a vu ce qui se passait quand on faisait tout ça. On a vu aussi que si on faisait que de la porcelaine,
quand on allait collecter 100, on allait utiliser 10. Et qu'est-ce qu'on faisait du reste? Et là, du coup, on avait un modèle industriel qui ne pouvait pas fonctionner. Donc, d'emblée, on s'est questionné sur la diversification de nos matériaux. Et puis, quand on travaille la coquille, effectivement, on constate un certain nombre de choses, et notamment qu'on forme des particules de coquille qui peuvent être intéressantes, qui sont des granulats. Et on a eu cette idée. Alors, moi, je connaissais un petit peu le sujet, j'ai été maire, j'ai été confronté aux problèmes qu'on a quand on veut aménager. Je me souviens à l'époque, il y a eu une époque, c'était il y a 15 ans, on disait on va faire des écoquartiers. Et donc on disait c'est bien, on va faire des projets qui, sur le plan environnemental, sont plus intéressants. Mais à l'époque, dans un écoquartier, on ne savait pas trop ce qu'on allait changer. On mettait un petit peu des noues pour gérer l'eau, on mettait un jardin partagé. Et puis après, on ne savait pas trop. Et quand on voulait aborder la question des matériaux, c'est-à-dire avec quoi on réalise les sols, comment est-ce qu'on va notamment mieux gérer l'eau sur ces projets, on ne savait pas trop. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et on a eu cette idée de développer. Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est fabriqué, qui est commercialisé sous la marque Vivaware. Et c'est un pavé perméable à base de coquille d'huître. La coquille d'huître, dans ce pavé, c'est elle qui va apporter la perméabilité. Et cette perméabilité va s'associer aussi avec une résistance très élevée de ce matériau. Aujourd'hui, les pavés que l'on pose aujourd'hui dans toute la France vont supporter aussi bien des circulations de poids lourds, bien sûr de véhicules légers, et puis on va pouvoir équiper des voies cyclables, des voies piétonnes, des trottoirs. Aujourd'hui, on a toutes les solutions d'aménagement urbain pour avoir des sols perméables. Donc l'eau de pluie, on la pousse plus dans les tuyaux pour l'emmener plus loin dans les bassins de rétention et puis provoquer ce qu'on connaît tous aujourd'hui avec les phénomènes d'inondation. L'eau de pluie, on la filtre directement dans le sol. Et donc, en conjuguant la perméabilité qui est très élevée, la résistance et puis un produit qui est clair aussi, la couleur claire, elle est importante en milieu urbain parce qu'elle va participer aussi au rafraîchissement de l'ambiance urbaine. Ça, c'est le produit Vivaware. On a d'emblée, il a fallu qu'on passe quand on fait de la porcelaine, et aujourd'hui la porcelaine, elle est encore à un stade artisanal, on va prendre le temps, on apprend à fabriquer, à commercialiser. Quand on fait des pavés drainants, les clients, c'est tout de suite des centaines, des milliers de mètres carrés qu'ils souhaitent poser. Et donc, il nous a fallu industrialiser dès le départ cette production. C'est aussi la condition pour avoir des matériaux qui soient résistants et qui soient certifiés. Donc, on a un partenaire qui nous accompagne sur la fabrication de ces pavés. Aujourd'hui, on a une gamme complète de pavés perméables, de dalles, et on assure d'ores et déjà cette production. Quand on est en production, on fabrique 1200 mètres carrés dans la journée et ça nous permet de répondre à de gros projets. Ça, c'est Vivaware. On a voulu pousser plus loin notre intervention en matière de gestion des eaux de pluie en allant sur le terrain des toitures végétalisées. Ça, c'est des choses qu'on a appris par l'expérience, quand on a vu comment se comportaient certains tas de coquilles qu'on avait pu broyer, qu'on avait posées dans un coin, on a remarqué que la coquille, un petit peu contre toute attente, pouvait se prêter à une végétalisation. On a vu des pousses spontanées assez étonnantes dans la coquille, et ça nous a donné l'idée de creuser cette question-là. Et on a mis au point avec des partenaires, des spécialistes du végétal, un substrat qui est composé à 90% de coquilles d'huître. C'est vraiment dans 1 mètre cube de ce matériau dont je vais vous parler et qu'on va poser sur les toits. Dans 1 mètre cube de ce matériau, il y a 1 mètre cube de coquilles. Et puis on va ensemencer cette matière avec un composé qu'on a élaboré qui est à base de mycorhizes, de bactéries, et qui vont venir aider les graines, des bulbes. On va positionner dans cette matière à se développer. C'est assez spectaculaire. En quelques jours, quelques semaines, vous avez cette matière minérale qui devient un support, un véritable support de culture. Alors c'est possible parce qu'il y a effectivement un travail sur les différentes granulométries de coquilles. Il y a cet apport de cette petite potion magique qui est 100% naturelle, mais qui aide et qui accompagne cette reprise.
Et puis, un choix qui a été fait de végétaux. On a 56 espèces de plantes qui sont sous forme de graines, sous forme de bulbes. Vous verrez, je ne sais pas si on va réussir à le diffuser sur le stand. On va la passer là. Allez, Léa, on passera la vidéo après ici. La vidéo, on la passe après. C'est-à-dire, je te pose la question. Bon, on va essayer de vous passer une vidéo qu'on vient de faire sur un des projets qu'on a réalisé du côté de Saumur. La toiture végétalisée a été posée il y a à peine quelques semaines. D'ores et déjà, vous avez les muscaries qui poussent sur les toits. C'est une approche de la végétation et de la toiture végétalisée qui est très, très naturelle. On a des pousses, la coquille est capable de supporter une végétation très, très importante. Et il va se passer un phénomène qui est que cette végétation, notamment dans les périodes de sécheresse, eh bien, elle va sécher, elle va venir enrichir le substrat. Et il y a une véritable vie du sol qui s'installe dans ce substrat qu'on nomme vie barouche, qui va faire qu'on a, y compris dans les périodes de canicule, on n'a pas besoin d'arroser. Vous savez qu'aujourd'hui, une toiture végétalisée, vous êtes obligé d'avoir un point d'accès à l'eau pour éviter que cette végétation meure en période de forte chaleur et de canicule. Eh bien, avec cette solution, on n'arrose pas du tout. La matière va sécher, ça va révéler la blancheur des coquilles et cette blancheur va contribuer à abaisser la température. Il y a un effet albédo qui est très important. Donc, ça participe à rafraîchir le bâtiment. Et puis, aux premières eaux de pluie, aux premières pluies, eh bien, la végétation repart d'une façon qui est abondante. Ici, c'est une repousse qu'on a eue en 2022, après la canicule. Je ne vous cache pas que c'est vrai qu'on se posait des questions, savoir est-ce que ça allait repartir comme on l'avait prévu. Et ça a été spectaculaire. Et on y était la semaine dernière à faire voir ces projets à un futur client. La végétation est toujours là. On n'a jamais rajouté de coquilles. C'est éternel, les coquilles vives. On a aujourd'hui en Vendée on nous dit parfois, oui, mais la coquille, ça se dégrade. On a aujourd'hui des stocks de coquilles, des amas coquillers qui ont été réalisés, qui ont commencé d'être réalisés à partir du 7e siècle. Ces amas coquillers, ils sont toujours là. Les coquilles sont toujours là. Il y a eu des datations qui ont été faites. Donc, c'est une matière qui ne se dégrade pas et qui va pouvoir être éternelle. Donc, dans tous les projets, les premiers projets qu'on a réalisés ont été faits il y a 4 ans. On n'est jamais intervenu sur les toits. La végétation est là, elle se renouvelle au fil de l'année. Et cette diversité de plantes permet de développer la végétation en fonction des préférences, à la fois de l'exposition, de la géographie, bien sûr du climat et de la météo. Donc c'est un produit qu'on commercialise aujourd'hui sous la marque Vivarous. Et donc on est assez fiers de cette réalisation dans le sens où la coquille l'huître qui est utile elle-même par l'action de filtration. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la baie de New York, on réimplante des huîtres pour assainir l'eau. Donc, il y a un rôle important du coquillage dans la matière. Bien, nous, on est assez fiers que la coquille, une fois que l'huître a été fort heureusement conservée, eh bien, la coquille puisse aussi continuer à remplir un rôle comme celui-là. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise est en industrialisation, c'est-à-dire qu'on passe d'une capacité à faire peu, y compris sur la porcelaine, mais être capable de gérer de très, très importants volumes. On est une entreprise de l'économie circulaire dans le sens où nous procurons nous-mêmes les coquilles, c'est-à-dire que nous passons des accords de collecte avec la profession ostréicole. De plus en plus, nous passons des accords de collecte avec les intercommunalités, et là, ça concerne les huîtres et les coquilles après la consommation des huîtres. Donc, vous savez que tout ce qui est aujourd'hui consommé, la quasi-totalité part en incinération, en enfouissement, ce qui est évidemment un non-sens. La matière coquillière seulement ostréicole, seulement les huîtres, potentiellement en France, chaque année, c'est 150 000 tonnes. Donc, il y a un vrai potentiel pour développer des solutions industrielles de ce type. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on peut bien sûr
échanger et répondre à vos questions. On a fait le tour du sujet? Alors, la collecte. Alors, vous avez ici donc une colonne. Ce sont des colonnes qu'on peut proposer d'installer dans l'espace public. Bon, objectivement, c'est pas toujours la meilleure solution, puisque quand on positionne une colonne d'apport volontaire dans l'espace public, alors vous avez des gens qui sont très bien et qui amènent les coquilles d'huîtres, et puis il y a ceux qui amènent des coquilles d'huîtres et puis bien autre chose. On retrouve parfois, alors évidemment la poche plastique qui avait servi à transporter des huîtres, mais encore ça, c'est rien à côté de ce qu'on trouve autrement. On trouve aussi des couches culottes, hein, des choses comme ça. Bon, donc, c'est pas forcément idéal. Ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est la collecte en déchetterie. En déchetterie, on arrive à avoir une matière qui est vraiment de qualité. Hein. Il y a aussi des personnels qui sont là, qui accompagnent, et puis les gens qui font le geste d'aller en déchetterie sont déjà des gens qui sont sensibilisés à la question du tri. Donc, on a aujourd'hui ces deux filières qui sont en développement via des intercommunalités, la collecte en déchetterie, et puis sinon tout ce qui est protection ostréicole. Alors, au départ, bien sûr, puisqu'on est basé en Vendée, on a collecté en Vendée, on a collecté sur les 2 bassins ostréicoles de Vendée. Aujourd'hui, on en déborde largement, et aujourd'hui, on a des expériences et des objectifs de collecte sur l'ensemble des bassins ostréicoles de France. Et on est parfois sollicité pour ailleurs, mais c'est pas tout à fait encore le sujet. L'avantage de ça, c'est parce qu'on est à la fois des collecteurs, on transforme nous-mêmes la matière, on crée nos produits, on les commercialise, et on a aujourd'hui des produits qui ont trouvé leur marché. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des clients pour acheter aussi bien des pavés, des toitures végétalisées, mais aussi de la porcelaine. Aujourd'hui, sur la porcelaine, on n'est pas encore capable de répondre aux besoins de nos clients. On industrialise pour ça, mais aujourd'hui, voilà. Donc, sur ces 3 produits, il y a le marché, et c'est la condition, la matière première, une capacité de transformation, et puis un marché qui fonctionne, ça doit être la règle, évidemment, pour que l'entreprise soit pérenne. Alors, oui, alors là, ça marche la vidéo? Ouais? Ah mince. Bon. Il y avait une petite vidéo, alors elle est sur le site internet d'Alégina, qui montre la perméabilité des pavés. On a fait une petite vidéo qu'on présente sur le stand. Mais si, ça marchera.
L'avantage de cette matière, c'est qu'elle est livrée en big bag. Vous recevez un big bag et techniquement, pour la personne qui va installer cette matière, il faut avoir la compétence d'être capable de pousser un râteau. En fait, on étend la matière avec un râteau, tout simplement. On y positionne des bulbes. On fournit 45 bulbes par mètre carré. On fournit des graines. Et tout ça va être dispersé dans la matière. Et ensuite, on ne s'en occupe plus. Et ça, comme je vous dis, ça va pousser d'une façon assez spectaculaire. Et puis, avec un effet, alors bien sûr, ça apporte tout ce dont on a besoin avec les toitures végétalisées, mais sur le plan esthétique, c'est très intéressant. On va avoir des images, une toiture qui va vraiment varier au cours de l'année. Là, on est à la période des bulbes, là, vous voyez. Effectivement, donc ça, c'est une toiture qu'on a posée il y a combien de temps? 30 mois déjà pris. Oui. Elle a été posée donc juste avant l'hiver. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, on va voir sur d'autres images de toitures végétalisées. Tu en avais d'autres? Où on a une végétation. Ça marche pas? Bon. On est problème avec la technique. Hein. Peut-être si vous avez d'autres questions. Bon, apparemment, il y a un petit problème avec la vidéo. Alors, le micro, quelqu'un veut bien vous le passer. Allô? Est-ce que vous... Alors, merci beaucoup déjà pour la conférence. Alors, ah oui, désolé. Parce que j'avais plusieurs questions et je ne savais pas par laquelle commencer. Oui. C'est pour savoir si vous aviez réfléchi à d'autres moyens de collecter les coquilles d'huîtres qui seront potentiellement plus massives pour vous après pour la production, autre que juste la déchetterie ou bien les points d'apport volontaire. Attends, mon collègue va peut-être m'aider à répondre à cette question-là. Est-ce qu'on a d'autres solutions pour massifier la collecte que la collecte sur les parcs ostréicoles et après consommation? Vous pensez à quoi en particulier? Surtout pour la pré-consommation en fait. Pour éviter que justement les particuliers jetent leurs coquilles d'huîtres directement dans leurs ordures ménagères. Tout à fait. Bonjour, Alexandre Guillon, donc Alexina. En effet, sur la collecte après consommation, nous, c'est un volet, c'était le premier sur lequel on avait voulu se mettre, en quelque sorte. Mais on s'est rendu compte que c'était aussi le plus compliqué. Notamment, on avait commencé avec beaucoup d'utopie à se dire on va récupérer toutes les coquilles qui sont sur le littoral, chez les restaurateurs, des choses comme ça. Et la grosse problématique de ça, c'est simplement que chez les restaurateurs, notamment, quand on consomme la coquille d'huître, on consomme tout ce qui va avec. Donc, quand on récupère la coquille d'huître, un restaurateur n'a pas le temps de trier. Donc, on va se retrouver avec le citron, le rangeois, la langoustine et compagnie. Et il y a également aussi le problème de la fréquence. C'est-à-dire que d'un restaurateur à l'autre, même s'ils sont voisins, il y en a un, il va falloir passer tous les jours chez lui pour récupérer des poubelles. Il y en a un, ça va être toutes les semaines. Il y en a un, il va falloir un bac de 5 litres, un bac de 20 litres. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a laissé de côté pour l'instant parce qu'on n'a pas la capacité technique de le faire. Donc nous, ce qu'on fait après consommation, il y a le volet en déchetterie. Tu vas parler, ouais. Le volet en déchetterie. Et là, on est en train de travailler donc avec différents groupements, notamment des associations dans certaines régions ou alors des collectivités qui veulent mettre en place justement ce système de porte-à-porte, le système après consommation. On avait aussi commencé à travailler sur le sujet des biodéchets il y a 2 ans et demi avec Veolia, avec l'idée en fait on savait que la loi des biodéchets allait arriver, donc on s'était dit mettons les coquilles d'huîtres dans les biodéchets et prévoyons un système mécanique qui lors du tri va pouvoir les éliminer pour faire en sorte qu'on puisse les réutiliser et massifier les volumes. Et c'est quelque chose qui à l'époque n'a pas du tout intéressé, ce genre d'idée n'a pas marché. Donc là nous on est encore dans l'idée de se dire si les autres ne le font pas, est-ce qu'on va essayer de le faire, pourquoi pas. Mais c'est vraiment des choses en fait, la collecte sont très complexes à mettre en place, ne serait-ce que l'outil qu'on a créé, donc l'outil industriel, pour séparer le plastique, le papier, dès qu'on va faire de la collecte, même en déchetterie ou dans les colonnes. Dans les colonnes, on récupère des coquilles d'huîtres, mais pas que. On récupère du bois, du verre, des plastiques, des déchets, des poubelles ménagères. Et donc nous, on doit concevoir les outils industriels pour faire ça. Et aujourd'hui, on va plutôt sur les gisements qui sont très importants. Et petit à petit, on est en train de développer. Alors, le système en déchetterie est quand même assez important parce que, mine de rien, on éduque les gens au fur et à mesure. Et il y a des collectivités où on a fait l'expérimentation depuis 2 ans.
Et aujourd'hui, si on enlève les bacs, ça va manquer aux gens parce qu'ils ont pris le coup d'aller collecter. Donc déjà, on veut étendre ce système-là un petit peu partout en France. Et après, essayer de massifier avec d'autres systèmes. Donc il y a des communes qui acceptent de jouer le jeu et de le faire pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure. D'autres questions? Il me semble qu'il y avait des gens qui avaient levé la main tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir notamment sur les toitures végétalisées, est-ce que vous faites exclusivement du B2B ou un peu de B2C On voit depuis le particulier jusqu'au gros groupe, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, sur l'ensemble de nos produits, sur les pavés Huawei, on a évolué un petit peu. Il y a des scènes. Pendant 2 ans, on a assuré nous-mêmes la commercialisation, aussi bien auprès des particuliers, des paysagistes que des grands projets, et notamment tous les opérateurs du BTP. Aujourd'hui, on vient de passer un accord de distribution avec un distributeur dans toute la France pour la partie particulier paysagiste, parce que ça devenait beaucoup trop compliqué pour nous. Mais aujourd'hui, notamment sur l'Ivarouf, on assure encore la commercialisation. C'est-à-dire qu'on est capable de livrer 1 ou 2 big bags pour des personnes qui veulent essayer, qui sont assez sensibles. Les gens sont sensibles à ce genre de produits. Mais sur les grands projets, on s'en rend compte aujourd'hui avec les contacts clients qu'on a. Les gens qui gèrent d'immenses parcs immobiliers sont très intéressés par ce produit, à la fois par sa simplicité de mise en œuvre, par l'absence d'entretien en continu, notamment sur la question de l'eau. Quand on équipe un toit d'une toiture végétalisée, c'est qu'on est sensible à la question de la gestion des eaux de pluie. Quand on dit il faut qu'en plus vous prévoyez un système d'arrosage pour passer les canicules qui sont quand même de plus en plus violentes, on est quand même dans quelque chose qui heurte dans l'esprit des gens, et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un atout de cette matière-là, d'être capable de franchir les épisodes climatiques. C'est-à-dire, les abats très conséquents, il n'y a pas de problème parce que la matière est capable de faire la rétention, mais des épisodes de sécheresse ne sont pas un problème non plus. Avec des compléments d'Alexandre. Juste pour répondre à votre question sur le particulier, pour la toiture végétalisée, en fait, notre minimum de commande, c'est un big bag de 2 mètres cubes, donc c'est à peu près 13 mètres carrés. Donc en soi, on peut vendre au particulier. Là où on est un petit peu bloqué, c'est la logistique. Alors, ça va être un big bag qu'on va devoir amener sur les toits avec un hémiscopique, etc. Et que des projets qu'on a pu faire avec des particuliers, on leur livre le big bag en camion et ils n'ont pas de quoi le décharger, ils n'ont pas de quoi le monter sur le toit. Donc en fait, c'est dans ce sens-là où on peut être limité sur le particulier, comme sur les pavés. Une palette de pavés, ça fait 1 tonne 3. Si vous voulez décharger ça sur un camion à rayon, ça marche pas. Donc c'est la logistique qui nous pose problème avec les particuliers. On va vous remercier. Vous pouvez avancer sur le stand, vous pouvez venir nous voir là-bas. Si vous voulez voir quelques petites pièces en porcelaine de coquilles de vitre, il y a une petite assiette là-bas qu'on pourra vous montrer. Puis on sera ravis, bien sûr, d'échanger avec vous, d'échanger aussi sur vos expériences, pourquoi pas vos projets. On est aussi sur ce genre de salon pour s'enrichir des échanges qu'on a avec les visiteurs ou les exposants. Voici. Merci.